Donc, bienvenue à vous tous. Donc, c'est une première, hein, c'est une première pour nous sous ce format-là. Au départ, il était prévu que l'on puisse vous recevoir dans les locaux du CFAI de Beaurepaire, hein, donc, dont vous voyez le logo. Donc, je laisserai la parole ensuite à Monsieur Dedul qui nous présentera un petit peu l'offre de formation afin que vous compreniez pourquoi aussi ce partenariat. Cette conférence est aussi assurée en partenariat avec votre communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Et puis donc au niveau de la chambre de métier, donc on est aussi 3 personnes à co-animer et je vais vous les présenter. Donc pour le CFAI de Beaurepaire, Jean-Marc Dedul, qui est directeur de l'établissement. On a aussi Carole Collion, qui est formatrice et qui assure, on va dire, les cours de gestion auprès des jeunes dans les métiers de l'industrie, entre autres, et qui essaye de développer l'esprit d'entreprendre à ce public d'apprentis, futurs repreneurs. Au niveau de nos partenaires, nous avons également AG2R La Mondiale qui est représentée par Salami Loudi, qui nous fera un zoom sur la protection sociale du dirigeant et qui nous permettra également d'anticiper un petit peu comment procéder pour l'audit social, l'audit patrimonial. Et puis, on a également Christophe Guivier pour la chambre de métier, donc qui va nous faire un petit panorama, qui a instruit un questionnaire sur le secteur de la production sur le territoire Hubert. Donc là, il nous fera une petite présentation rapide des diapositives. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer par laisser la parole à Monsieur Dedul, qui va vous présenter l'offre de formation. Alors, hop, je vais mettre en place, voilà, le diaporama. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez? Alors, attendez, hop. Non, pas encore. Ouais, non, mais là, pour l'instant, vous ne le voyez pas parce qu'il faut que je passe par là. Hop. Alors, ça marchait bien tout à l'heure. Et là, Ça arrive. voilà, Monsieur Dedul, je vous laisse la parole. Voilà, parfait. Bon, pour que vous mettiez, bienvenue à tous déjà, pour que vous mettiez un visage sur ma voix, voilà, j'ai activé ma caméra. Alors, en fonction de la bande passante, on verra si je la conserve ou pas. Alors, voilà, pôle formation Isère, c'est un pôle formation qui possède 2 sites, un site sur Moirans et un site sur Beaurepaire. C'est un centre de formation au métier des industries en Isère. Il y a 36 pôles formation au niveau national. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 6 pôles. Il y a à peu près un pôle par département au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais prendre le contrôle des diapos pour pouvoir les passer. Donc, je vais... le programme est suivant. Donc, je vais vous présenter nos missions, notre organisation, notre offre, nos équipements et notre pédagogie. Je vais tâcher de ne pas prendre trop de temps. On m'a donné 5 minutes. Je vais tâcher de respecter ces 5 minutes. Alors, notre mission, chaque année, nous développons des compétences et nous accompagnons vers l'emploi. 1100 alternants, donc je dis bien alternants, puisqu'on a à la fois une activité
de formation de nos jeunes en apprentissage, mais aussi des salariés. On forme chaque année à peu près 3100 salariés et 200 demandeurs d'emploi. Nous accompagnons les entreprises industrielles dans la structuration de leur organisation et dans la problématique et dans leurs ressources, leurs problématiques ressources. C'est-à-dire qu'on a des formations techniques et nous avons aussi des formations en lien avec les ressources humaines, la gestion de la qualité. Je vous présenterai tout ça juste après. On a un panel de formations techniques et transverses. Donc notre idée, c'est de former des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi pour répondre à vos demandes, aux demandes en compétences des entreprises industrielles présentes sur le territoire. Nous avons pour cela une équipe de conseillers de formation, de responsables pédagogiques et de formateurs qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Alors, les projets, c'est une partie d'ingénierie pédagogique, mais aussi une partie d'ingénierie financière. On vous oriente aussi sur les dispositifs de financement des formations. Donc, l'idée, c'est d'apporter ce conseil à la fois au niveau pédagogique et à la fois au niveau financier. Donc, notre offre de formation, on a à peu près 50 formations diplômantes et ou qualifiantes en alternance. Ça va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, mais là c'est en partenariat avec Grenoble INP, qui est situé sur Grenoble, avec 4 des 6 écoles de Grenoble INP en tous les cas. Et nous avons au niveau de la branche de la métallurgie des certificats de qualification professionnelle, des CQPM, et aussi en interindustrie des CQPI. Donc ces formations sont inscrites au registre national de certification professionnelle, et ça c'est un enjeu important pour nous, puisque c'est des formations qui sont finançables par le biais du compte personnel de formation. Et puis nous avons aussi des formations certifiantes qui sont inscrites au registre spécifique, là aussi pour que vous ayez un accès à des modes de financement comme le CPF, le compte personnel de formation. Donc on développe aussi des formations sur mesure, et on vous aide à construire justement ces formations pour l'acquisition des compétences en lien avec vos problématiques. Et des formations aussi, on a un catalogue de formations inter-entreprises où là, vous avez la possibilité de mettre un ou plusieurs salariés de votre entreprise au sein d'une formation qui est déjà prédéfinie, qui est sur catalogue. Donc, les domaines dans lesquels on intervient, ce sont les domaines industriels, conception industrielle, transformation des métaux. Donc, c'est les domaines classiques de la métallurgie, on va dire. Production industrielle, maintenance et électrotechnique. Maintenance et ressources humaines. Donc là, voilà, des activités dans des champs, on va dire, des compétences transverses. Et dans le domaine aussi de la qualité, sécurité et environnement, performance industrielle et supply chain. Donc, on agit vraiment sur l'ensemble des domaines en lien avec la demande industrielle. En ce qui concerne le site de Beaurepaire, donc on a 2 sites. Le site de Beaurepaire, c'est le site historique. Il a été créé en 1963 par justement la volonté des politiques de l'époque et la volonté d'un ensemble d'industriels. Et les industries locales tournaient autour des thématiques qui sont présentes ici: chaudronnerie, soudure, production, usinage, outillage, électrotechnique, maintenance. Et nous avons aussi une prépa qu'on appelle prépa apprentissage pour aider les jeunes à définir un petit peu l'orientation qu'ils veulent donner à leur formation, puis leur carrière professionnelle. Donc ça va du CAP jusqu'au bac pro à l'heure actuelle, et nous avons en projet pour la rentrée 2021, donc là je m'adresse aux jeunes qui sont présents sur le site de Beaurepaire, donc un BTS éventuellement conception des processus de réalisation de produits, c'est PRP, et un BTS maintenance des systèmes de production.
l'on souhaite ouvrir en septembre 2021, parce que nous pensons que la demande est là. La demande en maintenance et en conception de processus est importante, et je pense qu'il faut que l'on ait cette possibilité sur un site comme Beaurepaire de pouvoir développer ce type de formation. L'une des particularités de ce site aussi, c'est d'avoir un internat. Donc, on peut accueillir jusqu'à 80 jeunes en internat sur le site de Beaurepaire. Donc, j'ai parlé des formations diplômantes. On a aussi des formations qualifiantes, qualifications professionnelles ou des formations sur mesure. Donc, un certificat de qualification chaudronnier. Pareil en soudage. Ce sont des formations d'à peu près 450 heures. Un CQPM concernant l'opérateur régleur sur machine-outil à commande numérique et un CQPM technicien d'usinage sur machine-outil. Donc nos équipements, là vous voyez en photo en arrière-plan l'un des ateliers du site de Beaurepaire. On a à peu près 13 000 m² de salles de formation et d'ateliers. Donc vous voyez qu'au niveau de l'atelier, on est bien équipé. On a 5 implantations en Isère, des implantations, on va dire, de formation diplômante, c'est Beaurepaire et Moirans, mais après, on dispose de salles sur Montbonneau et sur Villefontaine et sur Grenoble aussi, pour pouvoir réaliser des formations, on va dire, plutôt transverses. Mais les formations techniques se font sur Moirans et sur Beaurepaire. Des équipements, une plateforme industrie 4.0, là qui est située plutôt sur Moirans, mais on a déposé un plan de relance pour le site de Beaurepaire pour pouvoir s'équiper aussi de manière à peu près identique sur Beaurepaire. Voilà, je reprends le contrôle. Voilà, j'avais perdu le contrôle de la présentation. Hop, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, au niveau de la pédagogie, on a une pédagogie qui est adaptée à nos apprenants, à nos apprentis. Donc, on a des formations qui peuvent être réalisées en présentiel, mais aussi en distanciel. Et même nos apprentis ont goûté à ça lors du premier confinement. On leur a demandé de rentrer chez eux et ils ont pu suivre leur formation en distanciel. Alors, bien entendu, pour la partie gestes techniques, voilà, il y a eu quand même des trous dans la raquette. Mais en tous les cas, ce sont des possibilités que l'on peut offrir ou en mixte, en blend learning, à la fois présentiel et digital. On est en cours de développement aussi d'une nouvelle méthode de formation qui s'appelle l'action de formation en situation de travail. Ça a un intérêt aussi pour les entreprises qui veulent former leurs salariés sur leur site. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère avoir tenu le délai imparti. Laurence, je te redonne la main. Oui, merci. Merci, Monsieur Dedul. Donc, voilà, je crois que c'était important de faire connaissance avec votre établissement. Donc, on va passer sur la partie, transmission. Donc là, je vais laisser la parole à Christophe Guivier qui va nous faire un petit commentaire sur les résultats de l'enquête qui a été menée sur les métiers de la production. Donc, Christophe, je te laisse la parole, je te laisse prendre la main pour défiler à ton rythme. Bien, bonsoir à tous plutôt. Je vais effectivement vous donner quelques chiffres de cette enquête qui vient de se dérouler. Ça va un petit peu refléter l'importance du sujet de la transmission et puis de ses impacts ou conséquences, que ce soit pour un chef d'entreprise ou un territoire. J'ai vu dans l'Assemblée qu'il y avait Monsieur Vialat, donc vice-président à la communauté de communes. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole 1 ou 2 minutes, puisque vous nous avez soutenus sur cette enquête.
Si vous vous manifestez avec plaisir, sinon je peux continuer et j'enchaîne. Non, vous pouvez continuer, j'interviendrai par la suite si vous voulez. Très bien, je vous remercie. Donc voilà, cette enquête a porté sur les 225 entreprises de production qui sont sur Hébert. Donc à savoir que le secteur de production, comme on l'a évoqué un petit peu déjà dans le début, tout ce qui est travail des métaux, travail du bois, etc. en fait partie. Donc les entreprises qui sont en collaboration avec le CFAI sont vraiment partie prenante. Donc sur ces 225 entreprises, on a un taux de chefs d'entreprise qui a plus de 55 ans et de plus de 50 ans qui sont bien plus importants que la moyenne départementale, et ce qui a pu susciter des inquiétudes, notamment sur le maintien de l'activité et de l'emploi sur le territoire. D'où cette enquête pour avoir un petit état des lieux. Oups, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, une première question qui nous semble intéressante à traiter, c'était: envisagez-vous de céder votre entreprise? Donc ça, c'est les chefs d'entreprise de plus de 50 ans qui ont été questionnés. Alors, les trois chiffres sont importants. Pour 58%, la vente n'est pas d'actualité. Seulement 22% souhaitent vendre. Bon, ce qui est déjà 1 sur 5, et c'est déjà pas mal d'y avoir pensé. Et puis, il y a ce 20% qui ne souhaitent pas répondre. Et ce 20%, bah, effectivement, ça montre aussi que le sujet de la transmission peut faire appel à de la confidentialité et qu'un chef d'entreprise ne souhaite pas toujours s'exprimer sur le sujet. Je ne suis pas là pour dire s'il a tort ou s'il a raison, mais communiquer quand on veut transmettre reste un point qui est important. Une deuxième question qui est intéressante aussi, sur les 22% qui envisagent de vendre, on s'est posé la question du devenir du local. Et on se rend compte que seulement pour 43% des cas, il y a certitude que le local va garder le même usage. Donc, on va continuer à avoir une activité professionnelle. Cependant, pour les autres, il y a incertitude sur le devenir du local professionnel. Et ça peut être une inquiétude à la fois pour le territoire, pour dire de conserver des locaux à usage professionnel. Ça peut être une inquiétude pour l'emploi, parce que ça veut dire que le chef d'entreprise va peut-être vendre, mais que l'activité sera délocalisée sur un autre territoire. Donc voilà, ça peut être sujet d'inquiétude. Et un troisième point, qui celui-là concerne plus directement le chef d'entreprise, qui est: avez-vous déjà réalisé un audit de protection sociale? On voit que seulement 1/3 des chefs d'entreprise ont réalisé cet audit de protection sociale. Pourtant, on peut dire quand même que c'est une bonne idée de préparer ses revenus pour la retraite. Donc 2/3 des chefs d'entreprise doivent potentiellement se poser cette question. Voilà. Donc ces 3 slides, l'enquête là n'est pas présentée dans son intégralité, ce n'est pas l'objet de la soirée, mais on a déjà 3 données intéressantes qui posent la question de la transmission et qui, en résumé, nous fait dire qu'il faut absolument anticiper cette transmission pour répondre un petit peu à tous les objectifs, que ce soit celui du chef d'entreprise, du repreneur, mais également de la collectivité, là où l'entreprise est implantée. Voilà, c'était quelques mots introductifs, et je vais redonner la parole à ma collègue Laurence, et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci de votre attention. Merci Christophe. Donc, le thème, on va se recentrer maintenant un petit peu sur la transmission reprise de l'entreprise, et puis on parlera effectivement des problématiques liées aux revenus futurs du dirigeant d'entreprise. Donc, l'idée, c'est pourquoi arrêter son affaire quand un repreneur potentiel est susceptible de pouvoir poursuivre l'activité, voire la développer. Donc, on va vous présenter rapidement l'accompagnement de la Chambre de métier. Je vous présenterai également Alexandre Franceschi qui prendra la parole, qui est mon collègue qui, lui, par contre, accompagne les repreneurs. Donc, on vous expliquera un petit peu comment ça se passe. On vous présentera également rapidement, on parlera des méthodes d'évaluation, d'un fonds de commerce, des parts sociales, de la fiscalité. On publie nos annonces sur Transentreprise que l'on vous présentera également. Et puis ensuite, on parlera rapidement de la posture à adopter lorsque l'on rencontre ce repreneur potentiel.
Donc Alexandre, je te laisse commenter cet accompagnement reprise. Oui, donc bonsoir à tous. Donc au niveau de la Chambre des métiers, effectivement, donc on a un accompagnement au niveau des repreneurs. On va les recevoir notamment à travers des rendez-vous conseils gratuits d'1 heure qui peuvent être renouvelables. Et puis après, on a d'autres accompagnements un peu plus poussés sur l'individuel ou des accompagnements collectifs. Donc, sur les rendez-vous conseils, voilà, donc c'est ouvert à tout type de repreneurs dans le domaine artisanal. On va les accompagner sur qu'est-ce qu'ils recherchent, définir un petit peu leur cible, quel est leur projet d'entreprise, hein, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec cette entreprise qu'ils vont reprendre. On va faire un point un petit peu sur leur parcours pour voir si la cible est bien adaptée, à la fois au niveau de leurs compétences, hein, par rapport à leur expérience. Voilà, est-ce qu'ils ont les compétences techniques? Est-ce qu'ils ont les compétences en management? Est-ce qu'ils ont besoin de s'entourer? Est-ce que c'est un projet qu'ils font tout seuls? Est-ce qu'ils le font avec un associé? Donc, c'est des choses qu'on va faire le point avec eux. On va regarder aussi si le projet est adapté à leur capacité financière par rapport à leur rapport personnel. Voilà, sur quel type de budget ils sont pour les projets de reprise. On va les accompagner sur les différentes étapes, hein, toutes les questions qu'on va se poser, de la prise de contact avec le cédant, la phase découverte, diagnostic, la négociation, ensuite sur les étapes du compromis de vente. On va les aider aussi sur les étapes de la recherche au financement, hein, parce qu'on s'occupe également au niveau de la Chambre des métiers. Voilà, on a un outil d'aide au financement qui est le prêt artisan. Donc, on va venir les aider là-dessus, sur les grandes étapes, le choix de la forme juridique. Voilà, et donc comment vais-je financer? On fait un point sur comment on fait les démarches auprès d'un réseau bancaire, quelles sont les aides au financement qui existent, notamment avec les prêts d'honneur auprès des réseaux d'associations, le prêt artisan proposé par le réseau Chambre des métiers et ses partenaires, et puis les différentes subventions qui peuvent éventuellement exister par rapport à leur projet. Voilà un petit peu sur les rendez-vous conseils qu'on fait avec les repreneurs. Donc Alexandre, vous l'avez compris, donc gère aussi un portefeuille de clients repreneurs potentiels. Donc de mon côté, moi c'est la contrepartie, donc j'accompagne les cédants. Alors, on a différents dispositifs d'accompagnement. Ça démarre toujours par un rendez-vous conseil dans lequel soit je me déplace dans l'entreprise, soit c'est vous qui venez nous rencontrer à nos bureaux à la Chambre de métier. Sur ce rendez-vous, voilà, on va définir un petit peu déjà à quelle échéance, hein, on va juger du degré d'urgence. Quel est votre projet? Est-ce que c'est voilà, pour des motifs de liquidation retraite? Est-ce que vous cherchez un associé pour une transmission future? Puis il peut y avoir des tas d'autres motivations quant à la vente de votre fonds ou des parts sociales. Et puis le dernier sujet, c'est qu'est-ce que je vends? Donc, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, on peut vendre soit un fonds de commerce. Donc là, ça s'adresse particulièrement aux entrepreneurs individuels, les entreprises en nom propre, puisque celle-ci, c'est la personne physique qui représente l'entreprise. Et donc, l'entreprise disparaît lors de la vente de ce fonds de commerce. Lorsqu'on est dirigeant d'une société qu'on appelle personne morale, eh bien, on détient des parts sociales, on peut détenir des actions si on est en SAS. Et dans ce cas-là, on peut vendre aussi ses parts sociales. Et dans ce cas-là, on a la continuité de l'activité. C'est la personne physique qui vend ses parts sociales, qui les vend à une autre personne physique ou à une autre société. Et il y a une poursuite d'activité, c'est une modification des statuts sociaux. Les statuts, donc dans les parts sociales, on va vendre non seulement le fonds, qui comprend tout le matériel, la notoriété, l'enseigne, le nom commercial, mais on va vendre également avec, ça va être compris avec le stock, les créances, c'est-à-dire l'argent que doivent les clients. On cède toute sa trésorerie et puis on cède également toutes ses dettes. Donc, on voit déjà que c'est deux approches qui sont très, très différentes, en sachant que lorsqu'on évalue les parts sociales, les titres de la société, on passe toujours par une évaluation du fonds de commerce. Voilà un petit peu pour le rendez-vous cédant. Et donc, en gros, vous nous appelez, on fait un rendez-vous conseil.
Soit vous avez un expert comptable qui a réalisé l'évaluation et dans ce cas-là, on vient simplement apporter un regard extérieur, un regard complémentaire. On peut publier une annonce, soit derrière, vous nous mandatez pour qu'on puisse faire un diagnostic et l'évaluation de la fourchette de prix de valeur pour vos fonds de commerce ou vos parts sociales. Et puis, on assure un suivi aussi sur les années suivantes. Voilà un petit peu pour l'accompagnement de la chambre de métier. En sachant qu'on préconise quand même d'anticiper. Idéalement, d'après des avocats fiscalistes, et puis Salah Miloudi ne me contredira pas sur cet aspect, s'y prendre 10 ans à l'avance, c'est pas aberrant du tout. Maximum 6 ans, puisqu'on va voir qu'il y a pas mal de choses à réaliser pour, on va dire, pour rendre la mariée un petit peu plus belle. Donc, concernant l'entreprise, avant de parler de chiffres, alors nous, on n'est pas du tout capable, et puis on ne va pas sur ce sujet-là non plus, de donner des fourchettes de valeur uniquement à partir des éléments financiers. C'est-à-dire que le bilan comptable, les comptes de résultats détaillés des 3 dernières années, on va les utiliser après avoir réalisé un diagnostic. Et ce diagnostic, il concerne à faire un audit, de voir l'état du matériel, de voir quelle est la stratégie commerciale, de contrôler, enfin pas de contrôler, mais de vérifier la santé financière de l'entreprise, sa capacité à dégager des ressources, au niveau des humains également, de la politique au niveau des salariés, la pyramide des âges. Aujourd'hui, on a beaucoup de repreneurs. Alexandre qui nous demande systématiquement, est-ce qu'il y a du personnel? Tu peux peut-être parler un petit peu de ce profil? Oui, alors on a dans les profils repreneurs, on a des, on va dire ceux qui sont en phase entre guillemets de création, ils sont pas chefs d'entreprise et souhaitent reprendre voilà une entreprise existante et s'appuyer sur du personnel déjà en place, qualifié, autonome. Et puis, on a aussi des profils repreneurs de croissance externe qui ont des difficultés de recrutement dans leur métier et qui passent par le format reprise pour aller chercher de la force vive. Donc, effectivement, c'est souvent sur ces profils repreneurs, dans les deux cas, les salariés sont une vraie valeur dans l'entreprise là-dessus. Et donc, on a un point d'intention sur la pyramide des âges et ça nous arrive sur des projets où effectivement, la plupart des salariés ont plus de 50 ans, que ça décourage certains profils à la reprise. Voilà, donc c'est important de gérer en amont sa politique de ressources humaines. On peut vous aider aussi au niveau de la chambre de métier. On a nos collègues du service emploi qui peuvent vous proposer un audit social. Et puis aussi se mettre tout simplement dans les clous au niveau de la réglementation, le document unique, les entretiens obligatoires tous les 2 ans, le registre du personnel, voilà tout ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de réglementation, en termes il va falloir être capable de justifier en fait la valeur du fonds ou de la société. On a parlé des locaux tout à l'heure. Quelque chose qui est très, très important, ce sont les diagnostics énergie. On a peut-être des économies potentielles à faire au niveau des charges fixes, simplement en modifiant le type d'éclairage, le type de chauffage. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses. Quand je vous dis 6 ans avant, ça laisse le temps quand même de monter des actions, prévoir des actions, ce qui fait que le dossier de présentation de l'entreprise à reprendre mettra en avant beaucoup plus de points positifs que de faiblesses. Voilà, c'est un petit peu pour ça que ce diagnostic, plus on le fait en amont et plus on aura moyen de corriger les faiblesses de l'entreprise. Je vais laisser la parole maintenant à Salah Miloudi concernant une approche qui est extrêmement intéressante et très complémentaire de notre approche chambre de métier. Oui, merci Laurence. Pour compléter un peu ce que disait Laurence, l'idée c'est de bien sûr anticiper sa future vente, mais c'est aussi de savoir ce que je souhaite faire ensuite. D'accord, quelle vie je souhaite vivre.
par rapport à cette vente et qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je serai à la retraite? Est-ce que l'ensemble du couple sera à la retraite? Et de quoi on va vivre et de quoi on va pouvoir avoir nos activités personnelles. Donc c'est vrai que tout ça, ça va dépendre du besoin de revenus. D'accord? Parce que du coup, entre le revenu d'activité et le revenu de retraite, il y a des fois largement une chute importante de plus de 50% dans la plupart des cas. Donc du coup, c'est pour ça que le groupe AG2R Mondial a mis en place une stratégie fiscale de transmission pour vous aider et pour aider les personnes qui vont céder leur entreprise à y voir plus clair. Alors, je ne sais pas si j'ai la main sur le PowerPoint. Ouais, parfait. Donc du coup, par rapport à ça, cette transmission, comment on la met en place? Par 3 grands piliers et 3 réflexions bien distinctes. Donc tout d'abord, il y a le patrimoine social. C'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je souhaite vendre ma société, mais comment je suis couvert aujourd'hui en cas d'arrêt de travail, si j'ai le moindre accident, la moindre maladie, quels sont mes risques pour mon revenu et celui de mon couple ou de ma famille. Quel statut je dois choisir? Est-ce qu'il vaut mieux être sur un statut TNS, un statut salarié par rapport aux optimisations sociales et fiscales? Et aussi, on est aussi dans l'aide de savoir quelle forme juridique choisir. C'était pendant un moment une grande mode de tout le monde être en SAS. Est-ce que c'est forcément le plus pratique par rapport à ma structure? Et se pose aussi très souvent la question de la rémunération. C'est-à-dire, du coup, aujourd'hui, je prends que de la rémunération sous forme d'allocation de gérance. Est-ce que ça ne vaut pas forcément plus le coup de prendre des dividendes? Et par rapport à cette rémunération, c'est aussi le revenu actuel et le revenu futur. Si je prends tout en dividende, du coup, je ne cotise pas ou très peu au régime commun de retraite et du coup, je vais avoir une chute qui sera plus importante. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est vraiment d'un point de vue social. Ensuite, d'un point de vue privé, c'est comment est protégée ma famille, comment je suis protégé en cas de décès, quels sont les droits de succession qui vont en découler, à qui va revenir la société ou mes parts de structure, si on est plusieurs associés. Que se passe-t-il si on est 2 ou 3 associés et que l'un des 3 décède? Que se passe-t-il réellement? Comment sont gérées les parts? Et puis, du coup, les 2 autres vont avoir un associé qui va rentrer en plus. Comment ça fonctionne? Est-ce que, du coup, j'ai fait attention à mon régime matrimonial pour protéger ma famille? À ça. Et est-ce que mon conjoint, si demain j'ai un décès ou autre, est protégé et a des revenus qui sont couverts? Et enfin, du coup, on a tout ce qui est patrimoine professionnel avec la valeur de la structure, combien vont dégager cette valeur de revenus futurs, ça c'est important. Et aussi, en parlait Laurence, mais quelles sont les obligations aujourd'hui vis-à-vis de mes salariés? Ça c'est très important de considérer la convention collective. Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que je ne suis pas dans les clous? Parce que demain, c'est une problématique importante pour le futur repreneur. Donc, par rapport à ça, la méthodologie de travail aujourd'hui de l'audit de protection sociale et de TO, de transmission, c'est vraiment, elle se fait pas j'ai l'habitude de dire en 5 minutes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps, comme disait Laurent, c'est vrai que 6 ans à l'avance, c'est très bien, voire 10 ans, parce que ça permet de pouvoir agir sur cette future transmission pour vraiment calculer, vraiment avoir conscience et donner du sens à la vente. Et de se dire, aujourd'hui, je souhaite transmettre, je souhaite vendre, mais je veux avoir tel ou tel revenu à la retraite. J'ai tel ou tel projet. Je veux aller vivre dans le sud, donc je vais devoir vendre ma résidence principale, en racheter une autre, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des vrais besoins par rapport à ça. On s'intéresse de façon importante à la protection sociale de la famille après la transmission, parce que c'est important également. Et le but, c'est de gérer au mieux d'un point de vue fiscal et social.
est-ce qu'on n'est pas en capacité de gagner de l'argent ou éviter d'en perdre, d'un point de vue fiscal. Et d'un point de vue social, comment je peux optimiser au mieux mes régimes obligatoires et mes régimes facultatifs. Donc, par rapport à ça, 3 grandes questions. Quel est mon revenu garanti aujourd'hui? Comment est protégée ma famille en cas de décès? Et quels seront mes droits à la retraite? Et c'est souvent quand et avec combien. Est-ce qu'il y a un avantage de racheter des trimestres? Oui ou non? Est-ce qu'il faut partir à taux plein ou dès l'ouverture des droits, qui aujourd'hui est à 62 ans? Est-ce que je suis éligible en carrière longue? C'est toutes des questions sur lesquelles il faut prendre le temps de se poser et d'y réfléchir et de faire les études nécessaires. C'est vrai que si on fait que ressortir son relevé de carrière sur Info Retraite, bah malheureusement, c'est un peu du chinois et on ne comprend pas forcément toutes les données. Donc, du coup, ce bilan d'audit de protection sociale, ce qui est important, c'est qu'il est offert par la CMA, il est confidentiel et sans engagement. Je mets bien l'accent sur le fait qu'il est offert parce qu'aujourd'hui, un bilan comme d'audit de protection sociale sur le marché, ça a une valeur entre 3 et 4 000 euros. Donc, c'est vraiment une vraie valeur plus de passer par la CMA, la chambre de métier, parce que ça permet de faire une photographie à l'instant T de nos garanties et de nos besoins futurs. Donc, c'est pour ça que du coup, on analyse par rapport au statut, salarié, TNS, de la rémunération, tout dépend après de la rémunération, et on conseille sur les optimisations et sur les objectifs. J'essaye de faire court et voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de clignotants ou de points d'alerte pour se dire, oui, là, ça nécessite quand même un audit de protection sociale. Déjà, dans tous les cas, quand je rachète ou je cède une entreprise, c'est important et primordial de s'interroger sur le meilleur statut, d'accord, d'un point de vue social et fiscal. Quand on a un écart d'âge différent dans le couple, ça c'est important parce que du coup, ça va nécessiter un départ à retraite, pas forcément à taux plein pour la personne qui est plus jeune. De façon générale, on va avoir tous les revenus qui sont supérieurs à un pass, à 40 000 euros, qui nécessitent de se poser la question du statut. Et aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui ont fait 4 ou 5 statuts différents durant leur carrière. Ils ont pu démarrer, pourquoi pas, en tant que salarié, donc cotiser au régime général, plus l'ARCO et la GIRC, qui sont les caisses complémentaires, qui a eu une petite partie en tant que dans la fonction publique, par exemple, et qui a fini sa carrière en tant que TNS. Donc, c'est vrai que cette personne-là, elle a cotisé à 6 régimes différents, et c'est important de se dire, bah oui, j'ai fait plein de choses dans ma carrière, à quoi je vais avoir le droit une fois à la retraite. Donc, c'est vrai que tous ces clignotants-là qu'on peut avoir, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais du coup, porte à réflexion sur l'importance de faire un audit concret par rapport à votre situation. Je vais laisser la main à Laurence par rapport à la valeur de l'affaire. Oui, donc c'est ce qu'on disait. Donc nous, après avoir réalisé le diagnostic, après que vous ayez pu faire cet audit patrimonial, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on vend. Donc je suis en société, je peux vendre soit mes parts, mais je peux garder aussi ma société et vendre simplement le fonds. C'est-à-dire que je vais vider ma société de son activité parce que j'ai un projet, par exemple, de nouvelle activité. Je vais faire quelque chose avec cette société. Au niveau des méthodes d'évaluation, alors il en existe énormément de méthodes d'évaluation. Les cabinets comptables ont leurs méthodes qui rejoignent un petit peu les nôtres sur de l'entreprise artisanale, sur de la TPE de moins de 10 salariés. On est souvent sur les méthodes de rentabilité. C'est pour ça qu'on utilise la plupart du temps la méthode de l'EBE recalculé, retraité. Alors l'EBE, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une fois que c'est mon chiffre d'affaires, moins toutes mes charges, moins le coût du personnel, et puis c'est ce qui va rester pour investir et pour rembourser un prêt. Donc là, ça va nécessiter de faire des retraitements. Ça, c'est une méthode. Et cet EBE, on va le multiplier par un coefficient. On a les méthodes comparatives, c'est-à-dire que là, c'est voilà, la valeur des fonds, on va la comparer par rapport au prix de vente de fonds comparables sur les 3 dernières années.
On a des valeurs patrimoniales. Patrimoniales, c'est-à-dire qu'on va estimer la valeur de tout ce que possède l'entreprise. Donc là, ça renvoie à la notion de matériel. Lorsqu'on a fait des investissements, ce matériel, parfois dans votre comptabilité, a une très faible valeur parce qu'il est amorti. Or, dans la réalité, eh ben, ça va nécessiter un travail de fourmi quand même, puisqu'on va essayer, vous allez essayer de valoriser une valeur de marché, une valeur d'occasion pour ce matériel, parce qu'une entreprise, elle vaut aussi au minimum ce qu'elle possède. Donc, on va croiser un petit peu toutes ces méthodes et ça va nous permettre de définir un peu le profil du repreneur. Alors, pourquoi je dis profil du repreneur? Eh ben, si c'est une entreprise qui a une valeur, je dis n'importe quoi, de 300 000 euros, eh ben, on ne va pas vous envoyer quelqu'un qui a 0 apport, à moins que cette personne soit un salarié de l'entreprise et puis qu'on puisse envisager une cession en plusieurs temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fonction de tous ces éléments, hein, ça va nous permettre, nous, de mieux cibler, déjà de mieux rédiger l'annonce que l'on va publier et puis de mieux cibler les profils des repreneurs, puisque le rôle d'Alexandre, c'est justement de faire un filtre, hein, qu'on ne vous envoie pas toutes les personnes qui vont avoir cliqué sur votre annonce. La grande question, c'est bien beau. Alors, on va déjà faire une distinction entre la fourchette de valeur que l'on va pouvoir estimer, qui va venir compléter l'analyse et éventuellement la valorisation qui est faite par votre expert comptable, parce que on aura tous des méthodes d'approche un petit peu différentes, et puis on va dire que le prix de vente, qui est l'offre et la demande, hein, il va se situer dans cette fourchette. La grande question, c'est qu'est-ce qui va me rester? Donc, en fonction de la situation du dirigeant, eh bien, on aura quand même des cas d'exonération. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que la différence entre le prix de vente de mon entreprise et puis le prix d'achat, alors quand je l'ai créé, ben, on va dire que c'est quasiment que de la plus-value, hein, c'est de la marge, c'est du bénéfice, mais voilà, vous ne partez pas avec tout ça dans la poche. Le principe, c'est vous payez de l'impôt sur le revenu, sur ces plus-values, plus des prélèvements sociaux. Donc là, je ne sais pas, Salah, si tu veux venir compléter sur ces exonérations, ou si je continue, dis-moi. Ouais, non, c'est clair que sur les futures ventes, bah, du coup, peut se poser plein de possibilités au niveau des exonérations. Alors, la plus connue est celle sur le départ à la retraite à plus ou moins 2 ans, du coup, qui permet d'une exonération aux alentours de 500 000 euros de plus-value. Donc, ça, c'est vrai que ça a son importance de se dire quelle exonération on va aller chercher par rapport à quel profil. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une mauvaise ou une très bonne solution. Voilà, c'est vrai que là, les 4 premières, les 4 qui sont possibles, sont intéressantes pour chacune des situations. On voit là, par exemple, la flat tax. Donc, on peut se dire, c'est vrai que, par exemple, la flat tax, c'est 30%. On peut se dire que c'est de façon assez élevée. Mais quand on se rend compte qu'on paye 12,8 au niveau de l'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux, bah, c'est pas forcément si élevé que ça, de payer que 12,8 au niveau de l'IR. Alors, complètement, hein, tout dépend de sa tranche d'imposition. Alors, dans les petites entreprises artisanales, il y en a une que l'on retrouve souvent, c'est la deuxième, en fonction de la valeur du fonds. Lorsque votre fonds va être vendu à une valeur inférieure à 300 000 euros, vous allez avoir une exonération totale de la partie impôt sur le revenu. On aura des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, mais on va écraser complètement l'impôt sur le revenu. Et puis, un petit peu moins, mais proportionnellement jusqu'à une valeur de 500 000 euros. Et là, on parle du fonds de commerce. Et puis, les petites activités, on a peut-être voilà, des fonds de coiffure, des fonds d'esthétique, des petites activités artisanales. La première, c'est pour les petites entreprises à l'impôt sur le revenu, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 euros sur les 2 années précédentes. Là, on n'aura ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Voilà, ça c'est une exonération qui est intéressante vraiment pour les petites entreprises. Parce que la question que vous vous poserez, c'est d'accord, alors on a l'impression, je vends 300 000, waouh,
Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ces 300 000? Donc, on pourra aller chercher ces exonérations et voir, dans certains cas, en cumuler plusieurs, puisqu'elles peuvent être aussi cumulatives pour certaines. Voilà, ça là, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur… Non, non, c'était complet. Après, ce qui est important, c'est que la phrase en rouge, hein, c'est vrai que chaque loi de finances apporte son nouveauté, et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Donc, c'est vrai que ça, c'est très important. On pense connaître la bonne formule, mais chaque loi de finances change beaucoup de choses. Quand ce n'est pas une Oui, loi de voilà. finances rectificative. C'est ça, pour le départ à la retraite, voilà, on sait que c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Après, il faudra voir ce que nous réserve 2022, quoi. Mais globalement, on a une fiscalité qui est assez intéressante pour les cédants. Alors, lorsqu'on a réalisé l'évaluation, que nous sommes tous d'accord sur une fourchette de valeur, on va pouvoir publier votre annonce sur le site Transentreprise. Alex, je te laisse présenter un petit peu Transentreprise. Oui, alors Transentreprise, c'est le site commun entre les chambres consulaires, hein, chambres des métiers et chambres de commerce, où on va diffuser l'ensemble des annonces des entreprises qu'on accompagne et qui souhaitent effectivement une diffusion. Hein. Donc là, vous avez un modèle, un exemple d'annonce. Donc, le repreneur potentiel, il va sur Internet, il a une grille de recherche avec différents critères. Suite à sa recherche, il va obtenir des réponses et donc il va pouvoir consulter les annonces. Donc, ces annonces ont un niveau de confidentialité qui sera défini entre vous et Laurence, hein, qui vous accompagne. Voilà, on peut avoir l'annonce confidentielle, sans donner de nom, sans donner de commune, tout ça. Et puis des annonces où il y a moins de confidentialité là-dessus. Donc, si le repreneur est intéressé, il a un bouton « Contacter l'annonceur ». Et quand il va cliquer sur ce bouton, ça va en fait m'envoyer un mail directement, comme quoi la personne est intéressée par donc l'annonce. Et du coup, je vais reprendre contact avec lui pour faire un petit peu le point sur son projet. Je ne sais pas si sur la partie annonce, tu avais quelque chose à compléter, Laurence ? Alors, on a quand même remarqué que les annonces sur lesquelles on diffusait des photos, voire des petites vidéos, des petites visites virtuelles, lorsqu'on met le lien vers un site Internet, donc là, effectivement, on sort de la notion de confidentialité, mais ces annonces vont générer davantage de trafic. Alors, il faut partir aussi du principe où Transentreprise, ce n'est pas non plus le bon coin. Donc, ne vont sur Transentreprise que des personnes qui sont souvent en recherche active. Donc, voilà, on verra sur la fin de notre présentation un petit peu la posture à adopter. Un petit aparté pour nos jeunes du CFAI, lorsqu'ils seront prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez l'espace repreneur ici où vous pouvez créer avec un système d'alerte, de mots-clés. Donc, ça vous remonte en fait les annonces au moment où elles sont publiées. Nous, on a certaines affaires. On publie l'annonce et on sait que dans les 2 jours, on va avoir une dizaine de demandes de renseignements. Donc, voilà, hein, il y a ce système qui est assez intéressant. Là, on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, hein, lorsque le repreneur potentiel, c'est ce que vous disiez, Alexandre, on va vérifier toujours hein, son profil avant de vous transmettre ses coordonnées. Alex, Voilà. est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il a cliqué sur contacter l'annonce, hein, donc ça m'envoie le mail et moi je vais reprendre contact avec lui. Hein, donc premier contact filtre, ça va être un rendez-vous soit téléphonique, soit physique avec moi pour refaire le point sur son projet et voir si c'est cohérent par rapport à l'annonce. Donc au niveau stats, hein, chaque année on est à peu près stable entre les gens qui cliquent, entre 100 personnes qui ont cliqué sur contacter. En gros, on met 40 à 45% de mise en relation. On a voilà, 100 personnes qui ont cliqué, à peu près 60 qui vont donner lieu à un rendez-vous physique ou téléphonique. Et sur les 60, il y en a 40 à peu près qui vont être mises en relation. Hein, pour donner un peu l'idée de l'effet filtre, pour éviter effectivement tous les curieux. Donc sur la mise en relation, c'est qu'on va vous adresser un mail avec les coordonnées téléphoniques
et mail du repreneur potentiel. Et vous savez qu'en amont, nous, on l'a eu sur un rendez-vous pour s'assurer du sérieux de sa démarche. Suite à ça, il peut y avoir les rendez-vous conseils, comme on a parlé tout à l'heure, notamment toutes les aides au montage. On fait de la première lecture de bilan aussi, ça veut dire qu'il peut venir avec les premiers bilans, comptes de résultats, pour qu'on lui explique aussi un petit peu les chiffres, une fois qu'il a fait un peu la phase découverte avec vous. On insiste aussi sur ce point-là. Nous, on ne divulgue pas vos chiffres, sauf si vous nous en donnez la confirmation en amont. Il y a une confidentialité au niveau de vos chiffres. Ce n'est pas nous qui les donnons aux repreneurs, sauf si vous nous avez donné un feu vert en amont. Voilà, sur ce rendez-vous conseil, c'est valable pour les gens qui passent par Transentreprise, mais c'est valable aussi pour les repreneurs que vous pouvez avoir en direct. Bien sûr, il n'y a aucun souci pour que vous les envoyiez vers moi pour que je les reçoive en rendez-vous conseil et avoir le même accompagnement. Voilà un peu ce qu'on peut rajouter. Là, on passe un petit peu, pour terminer cette présentation, un petit peu sur les notions de posture que peuvent avoir, que l'on rencontre avec nos cédants. On démarre toujours avec une posture, je veux de la confidentialité. Donc, c'est clair, confidentialité, c'est Transentreprise, puisqu'on a cette possibilité. On a aussi, en passant par des mandataires, souvent on se rend compte que dès lors qu'on publie l'annonce, très rapidement, les entreprises vont être aussi contactées par des mandataires qui utilisent aussi des méthodes d'analyse de fichiers, certainement de choses comme ça, et qui savent qu'il y a un gros potentiel d'entreprise à reprendre là sur les 10 années qui viennent. Donc, il y a pas mal de monde sur ce marché-là. Lorsque c'est moins confidentiel et sur certains fonds, voilà, je pense notamment à certains fonds comme les salons de coiffure, où les coiffeuses souvent vont nous dire je veux pas que les clientes le sachent, je veux que ça soit confidentiel. Donc là, on se ferme beaucoup de portes. Donc sur ce genre d'activité, on va conseiller quand même des supports de communication avec une grande visibilité, type Le Bon Coin, parce que c'est malgré tout sur ces petites activités, sur les boulangeries, sur les coiffures, les instituts, les boucheries. Le Bon Coin permet quand même pas mal de transactions. Donc des annonces dans la presse. On peut aussi se rapprocher et communiquer auprès des centres de formation d'apprentis et des écoles, parce que tout à l'heure, on l'a vu à travers l'offre de formation du CFAI de Beaurepaire, on a aussi des adultes qui viennent en reconversion. Et lorsqu'on vient se reconvertir sur un métier de l'artisanat, souvent, c'est pour devenir à terme chef d'entreprise. Donc, on peut avoir des repreneurs potentiels en cours de formation dans des écoles. Ceux qui sont aussi bien placés et qui font circuler le bouche à oreille assez facilement, c'est tout votre réseau de fournisseurs. Également, les organisations professionnelles, les syndicats professionnels qui ont parfois, qui publient des annonces sur leur site. Et puis, nous, on parle même aussi des concurrents. Parfois, typiquement, on est sur des entreprises qui vont intéresser d'autres sociétés qui souhaitent une implantation locale, géographique, du personnel et qui sont plutôt dans une phase de développement, de croissance externe. Donc, parfois, c'est aussi auprès de ces concurrents qu'on va trouver le repreneur. Concernant la posture maintenant, donc on s'est rendu compte avec Alexandre que sur certaines entreprises, on avait fait énormément de mise en relation avec des profils qui nous semblaient pertinents et qu'il était relativement pertinent. Et puis les personnes, lorsqu'elles reviennent vers nous, ont le sentiment finalement que le cédant n'était pas vraiment vendeur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Alexandre ? Non, pas spécialement, effectivement. Ça peut être du ressenti sur un peu d'hésitation, effectivement, où les projets du cédant sont un peu flous
Alors quand c'est des départs à la retraite, un petit peu moins, quand c'est des reconversions, un peu plus, ouais. Donc l'idée, c'est de préparer cette rencontre avec les contacts repreneurs, de raconter l'histoire de l'entreprise de manière constructive, de manière positive. Et on avait l'année dernière mis en place un atelier justement de coaching, donc un groupe de cédants, 8 personnes, qui ont travaillé justement sur la manière dont ils présentaient leur entreprise aux repreneurs qu'ils avaient rencontrés. Ça a été très intéressant parce que on valorisait pas suffisamment les points forts de l'entreprise et le cédant, il était un peu bloqué sur les petites faiblesses. Donc voilà, donc on l'aide plutôt à construire son argumentation et à préparer la rencontre avec le repreneur. En sachant que voilà, on préconise quand même, on ne donne aucune information financière. Hein. On a des repreneurs, nous, des fois, qui nous contactent, qui nous disent moi, je veux les bilans. Tant que vous n'avez pas rencontré, vous, la personne, que vous n'êtes pas assuré de l'intérêt qu'elle manifeste, du projet stratégique qu'il a pour le développement de votre entreprise, tant que vous n'avez pas vérifié ces aspects-là, partez du principe qu'on ne communique aucune information chiffrée. Hein, ça sera que dans un deuxième temps. Et puis, on peut même mettre en place une charte de confidentialité. Donc ça, c'est vraiment des conseils que l'on vous donne également. Lorsque, des fois, il y a un vrai coup de cœur, hein, donc là, réorientez-le vers nous, hein, qu'on puisse assez rapidement avancer sur le montant, sur le plan de financement. Et puis, si vous sentez que voilà, ça va pas le faire, essayez de nous faire aussi remonter les raisons. Hein, parce que ça nous permettra, nous, d'affiner le profil. Donc, voilà, c'est important de comprendre pourquoi la relation commerciale, finalement, ne va pas aller plus loin. On vous envoie d'ailleurs des fiches contact à nous retourner après chaque mise en relation. Hein. Concernant le cédant, si on se met dans la peau du cédant, donc il y a toujours une petite réticence, surtout lorsqu'on a les premiers contacts, parce que parfois ça va très vite, et puis finalement on était vendeur, mais on ne pensait pas que ça allait si vite. Là, ça s'est produit récemment sur certains dossiers, et puis du coup, on se remet plein de freins. Le cédant, il a plein de freins. Il se dit, c'est pas possible, il n'aura pas d'apport. C'est les salariés, ça va mal se passer. Les salariés, comment est-ce qu'ils vont vivre la chose? Mais mes clients, ils vont pas le supporter, ils me ressemblent pas assez. L'idée, c'est ne cherchez plus votre clone. Hein. On a beaucoup trop de profils cédants qui sont dans la recherche du clone avec les mêmes valeurs. Voilà, il faut essayer de se détacher de cette motivation. Hein. Et puis, dans tous les cas, ces freins, les problèmes d'apport, les contacts avec les salariés, la clientèle, on a toujours moyen de lever tout ça et de l'accompagner. Hein, donc, il y a beaucoup d'aides. Alexandre les a énoncées tout à l'heure. Hein. Sachez que les banques, elles financent beaucoup plus facilement les repreneurs. Sur une création, on vous demande souvent le tiers en apport. Sur de la reprise, parfois, ça peut être un petit peu moins suivant le projet de reprise. Et puis, alors encore plus facile si c'est un salarié, un membre de la famille qui est déjà dans l'entreprise. Voilà. Concernant les salariés, alors là, par contre, vous, en amont, il va falloir sécuriser un petit peu tout ça et puis voir quels sont les risques. Hein. Là, j'ai des ventes qui peuvent être compliquées quand on a, par exemple, un salarié qui est en longue maladie. Donc là, il y aura peut-être une incapacité, il y aura peut-être un licenciement qui va prendre en charge ce coût. Voilà, donc faire un petit point sur justement cette partie sociale. Je te laisse, Alex, sur les motivations du repreneur. Ouais, alors les motivations sont diverses en fonction des profils. Hein. La volonté première, c'est vraiment de partir de quelque chose qui existe. Hein, de ne pas partir de zéro, de s'appuyer sur l'existant, hein, sur un fichier client, sur du personnel, sur du matériel, sur une notoriété. Hein.
Voilà, donc c'est la motivation de passer par la reprise plutôt qu'une création. Donc là-dessus, on va travailler énormément sur les diagnostics et les freins énoncés avant par Laurence, on va les retrouver du côté du repreneur, hein. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille effectivement. Voilà, vous vendez voilà, toute l'aventure d'une vie. C'est une nouvelle aventure pour celui qui va reprendre. Et effectivement, il y a un travail de matchage. Est-ce que effectivement les visions sont quand même assez communes pour que la reprise prenne bien, hein. Donc voilà. Donc après, au niveau potentiel de développement, effectivement, avec l'étude de marché, le repreneur va regarder déjà un petit peu l'existant, comment vous fonctionnez, et voir le potentiel qu'il peut avoir derrière en fonction des opportunités du secteur, de la réglementation, voilà, on a des repreneurs des fois qui sont très, très pointus déjà dans ces domaines et qui se projettent très bien. Le management de l'équipe, hein, ce qu'on a dit, hein, c'est vraiment les salariés qualifiés avec une pyramide des âges bien répartie, qui est un vrai point fort sur les projets là-dessus, hein. Et lui, il va se projeter, hein, avec ses chiffres, avec sa vision, comment il va faire évoluer votre entreprise. Donc voilà, hein, donc ça c'est tout un travail, hein, sur les motivations, sur ce que ça correspond, tout ça. Et puis après, effectivement, c'est tout ce qui est abordé au niveau des diagnostics. Et si ça prend, effectivement, on va passer aux étapes après, hein, donc si ça match. Laurence. Donc là, sur les différentes phases, tu veux les faire, Laurence ? Alors, la première étape, c'est la lettre d'intention. Là, je te laisse peut-être les commenter, puis moi, je préciserai les petits points des petits points de friction. Alors, la lettre d'intention, là, on est sur la phase, voilà, donc il y a eu le premier contact, les premiers échanges téléphoniques, peut-être un premier rendez-vous physique, un bon feeling qui passe entre vous et le repreneur. Et on va commencer à rentrer un petit peu dans le sérieux et commencer à communiquer des informations confidentielles de la boîte. Il n'y a pas d'engagement sur j'achète sur un prix, c'est juste que là, on va commencer à donner des informations confidentielles sur ses salariés, sur ses comptes et tout. Et donc, vous n'avez pas forcément envie que ça se retrouve sur la place publique. Donc, la lettre d'intention, c'est un document un petit peu de confidentialité, comme quoi le repreneur s'engage à la confidentialité des documents que vous allez lui transmettre pour permettre de prendre un peu plus connaissance de votre entreprise. Donc là, on est toujours dans la phase négociation. Il va faire son prévisionnel, il va négocier un petit peu le prix. Et puis, une fois que vous êtes arrivé sur un prix de vente, hein, voilà, suite aux échanges que vous avez eus, vous êtes mis d'accord sur un prix, va arriver le document qui est le compromis de vente. Donc, le compromis de vente, c'est un acte sur lequel le repreneur s'engage à acheter votre entreprise à tel montant. Et vous vous engagez à lui vendre sur tel montant. Derrière le compromis va s'ouvrir un délai, hein, suite au compromis, où il y a une exclusivité sur la vente. Et dans ce délai, le repreneur va réaliser ses dernières démarches, notamment la recherche des financements au niveau des banques. Hein, donc au niveau des banques, les aides au financement, tout ça. Une fois que lui, il aura obtenu les feux verts au niveau financier, puis les autres feux verts qui lui restaient à avoir sur votre projet, lui, il va créer sa forme juridique et va se retrouver en phase de pouvoir racheter votre fonds ou vos parts. Donc là, ça sera l'acte de vente. Et une fois qu'il aura fait l'acte de vente, c'est lui qui prend les rênes de votre entreprise et on passera sur lui sur la mise en activité et vous, du coup, sur la gestion de la fin de votre forme juridique. Donc là-dessus, et au niveau du compromis de vente, va déjà aussi se mettre en place les conventions d'accompagnement. Voilà, si
le repreneur souhaite que vous, en tant que cédant, vous l'accompagniez sur les premiers mois, sur la présentation aux clients, aux fournisseurs, la démarche commerciale, tout ça. Donc, ça va être une convention d'accompagnement qui va se mettre en place sur ces modalités, si elle est rémunérée ou pas, sur quoi elle va porter et sur quelle durée. Ouais, Laurent, si tu veux compléter. Oui, alors là, c'est toujours pareil, hein, je veux dire, donc on vous accompagne sur ces aspects-là au niveau de la chambre de métier, mais vous avez aussi tout intérêt à croiser tous ces aspects et vous être bien entouré, hein, notamment avocat d'affaires, le notaire, l'expert comptable lorsqu'il a un expert juridique. Donc là, voilà, on est de nombreux acteurs en fait. À partir du moment où il y a une négociation, où il y a lettre d'intention. Donc là, il va falloir vraiment rédiger le compromis avec des garanties, quoi. On a des problèmes concernant le local, le bail commercial. Parfois, le bail commercial a été reconduit tacitement et ça peut poser des problèmes puisque finalement, on n'aura pas de sécurité sur le loyer futur. Le stock, c'est pareil. Il faudra le valoriser un minimum avec un stock contradictoire la veille de la signature de vente. Voilà, il y aura des petites choses comme ça un petit peu à prévoir pour sécuriser entre le compromis et puis l'acte de vente. Une fois que vous avez trouvé votre preneur, vous arrêtez votre activité. Alors, ça ne s'arrête pas tout de suite. Alors, juste une petite chose sur laquelle on fera attention, c'est lorsque vous êtes une entreprise individuelle ou en nom propre, la vente du fonds, l'argent, en fait, vous n'allez pas l'avoir tout de suite dans la poche. Hein, il va y avoir quelques mois pendant lesquels votre expert comptable va travailler, va calculer votre TVA, votre bénéfice qui va être imposable et cet argent sera bloqué sur un compte séquestre la plupart du temps pour faire face voilà, la mise à zéro en gros de tous les comptes de l'entreprise avant qu'elle ne disparaisse. Voilà. Et puis en société, là, c'est un petit peu plus complexe. Si on vend le fonds de commerce de la société en gardant la société, c'est-à-dire que là, je n'ai pas vendu mes parts sociales, là, il faudra que je fasse une assemblée générale. Il faudra que je me nomme liquidateur de ma société éventuellement. Voilà. En tout cas, il y aura tout un tas de démarches administratives et juridiques à faire avec aussi un coût. Hein. Et là, c'est pareil, vous êtes accompagné par votre expert comptable. Voilà, donc ça, c'était simplement, j'ai trouvé le repreneur, mais il va me rester encore des petites bricoles à faire. Est-ce que ça là, tu voulais compléter sur ces aspects? Non, c'était plutôt complet. C'est plutôt complet. Alexandre aussi? Ça me va. D'accord. Donc, sur le Nord-Isère, on se représente rapidement. Hein. Vous aurez nos coordonnées sur le support qui vous sera transmis si vous le souhaitez. Donc, moi, je suis Laurence de Bernardi. Donc, j'accompagne sur de la transmission d'entreprise sur la partie Nord-Isère. Donc, le Nord-Isère, c'est la partie, on va dire, je vais depuis limite de l'Ain, je descends au sud du Roussillonnais, et puis je m'arrête à peu près à la hauteur du Grand Lens, la côte Saint-André, Pont de Beauvoisin. Alexandre, mon collègue, lui, sur le même territoire, accompagne les repreneurs et puis instruit tout ce qui est dossier de financement. Et on a d'autres missions sur la création, Alexandre sur les entreprises en difficulté. Nos homologues sur le Sud-Isère, c'est Éric Ballandreau pour la transmission et Jean-Daniel Guillermin pour la reprise d'entreprise. Donc là, pour ceux qui sont plus proches de Grenoble, vous trouverez aussi nos collègues disponibles pour vous accompagner. Concernant notre partenaire AG2R, donc là, nous étions en présence de Salah Miloudi. Donc, vous pouvez l'appareil concernant les audits patrimoniaux et sociaux. Donc, vous pouvez le contacter. Vous aurez également ses coordonnées. Nathalie Sarayek, qui n'était pas présente, mais qui nous accompagne par la pensée, qui est aussi la spécialiste de la transmission d'entreprises organisées. On retrouve le Théo. Et puis pour nous, on a terminé. Donc, il est 20h16, on a un tout petit peu débordé.
Voilà, j'espère que vous avez trouvé déjà les informations dans un premier temps qui sont suffisantes. Et puis là, nous sommes disponibles pour vos questions. Ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement